voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est donc un voyage extraordinaire dans le monde des sciences que nous sommes invités actuellement avec Jean-Louis Coadrieux. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Félix. Nous allons plutôt parler aujourd'hui de sciences humaines avec Solène Mabot. Alors on va peut-être en introduction, Jean-Louis, tu verras si on fait la différence entre les sciences humaines et les sciences dures ou je ne sais quoi. Quoique mon vieux professeur Jean Gagnepin disait autrefois qu'il n'y a que des sciences humaines. Bon, c'est un autre débat. Notre invitée, Solène Mabot. Bonjour Solène. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire moderne à Rennes 2. Vous allez nous parler de votre parcours de formation, de vos activités actuelles dans cette émission. Alors, je vais te laisser la parole, Jean-Louis, puis je me permettrai peut-être de temps en temps de ramener un peu ma science. Ah j'espère, parce que là nous sommes dans le domaine de l'histoire, très proche finalement de choses qui te passionnent. On n'est pas très loin de l'écriture, de la littérature, des recherches aussi dans les archives, tout ça. Oui. Tout ça, ça fait partie de ton monde, je crois. Ah oui, plus ou moins. Alors, effectivement, nous sommes avec Solène et nous revenons à l'histoire. On va remonter, tu disais... On va refaire l'espace des sciences, mais on va refaire aussi le temps. Oui. Parce qu'on va parler de révolution. Ah, un grand mot, ça. Et une grande période de l'histoire pour la France. Alors, mais d'abord, avant d'aller sur le terrain de vos recherches, comment vous êtes arrivé à l'histoire ? Parce que c'est pas fréquent quand même. C'est pas fréquent, je sais pas. En tout cas, dans ma famille où personne ne fait de l'histoire, c'est sûr que c'est pas Donc fréquent. C'est pas familial du tout. C'est pas familial du tout. Je pense que ça vient d'abord d'un goût pour la lecture avant tout. J'ai toujours beaucoup lu des romans, surtout de la poésie aussi un peu. Et lire, c'est toujours vivre les expériences des autres par la lecture, et quelque part l'histoire c'est ça, c'est reconstruire, retrouver les expériences, les vies d'autres personnes qui les ont vécues dans le passé, puisque c'est bien ça la caractéristique de l'histoire, c'est qu'on étudie les sociétés humaines du passé, mais c'est surtout des histoires d'expériences vécues en fait. En tout cas c'est ça moi qui m'intéresse dans ma recherche. Ça remonte à l'école primaire, au collège, L'histoire, voilà, c'est difficile, je pense, de remonter aux origines d'un intérêt ou d'une passion. La Révolution française, je sais que c'est un intérêt qui remonte à longtemps, puisque j'ai retrouvé des petits écrits d'enfance où j'en parlais déjà, donc c'est quelque chose qui remonte. Je ne sais pas vraiment pourquoi, parce que j'étais un peu jeune pour avoir connu les grandes manifestations, par exemple, du bicentenaire de la Révolution, qui ont beaucoup marqué les écoles. Enfin, je sais que des personnes qui ont quelques années de plus que moi, en fait, ont vraiment vécu ça comme un moment important. Moi, j'étais trop jeune, donc c'est autre chose, assez difficile à identifier, et puis après, qui s'est consolidé plus tard, notamment par des lectures plus politiques aussi. C'est vrai qu'au lycée, je lisais beaucoup Karl Marx, donc c'est la guerre civile en France, donc c'est l'histoire de la Commune, donc c'est toujours l'histoire de la Révolution. Donc c'était pas spécifiquement la Révolution française, c'était aussi ces révolutions du 19e siècle, la figure de Louise Michel, voilà, des personnages qui m'ont marqué. Mais pourtant, ça va devenir la révolution de 1789, c'est ça ? Qui est autour de cette période-là, des quelques années autour de ça, que vous allez travailler aujourd'hui sur vos projets, en fait. Oui, c'est ça. Mes recherches sont vraiment centrées sur la décennie révolutionnaire
1789. Alors après, quand est-ce qu'on la termine? C'est ce que j'essaye d'expliquer à mes étudiants. On sait à peu près quand elle commence, et encore, ça peut poser question. On ne sait pas vraiment quand elle se termine, cette révolution. Hein. Est-ce que c'est 99 avec le coup d'État de Brumaire? Est-ce que c'est 1801 le consulat? Est-ce que c'est 1804? Est-ce que c'est 1815? Est-ce que voilà? Et puis quelque part, la révolution. Peut-être qu'elle n'est toujours pas terminée quand on voit les débats en fait qui continuent à se poser autour des principes ou des questionnements qui ont émergé de ce moment-là. Mais oui, moi mes recherches sont centrées sur cette toute fin du XVIIIe siècle et ce tournant donc qui est marqué par la Révolution française. Alors il y a dans les mots-clés de vos travaux, je crois on vient de dire révolution. Il y a les femmes aussi, le genre, la Bretagne. C'est quelques mots-clés qui donnent le paysage des domaines sur lesquels vous travaillez aujourd'hui? Oui, c'est ça. La Révolution française d'abord. Je suis venue à l'histoire des femmes et du genre par l'histoire de la Révolution française. Au départ, mes recherches portaient sur la période révolutionnaire, en master notamment, et soulevaient pas spécifiquement ces questions de genre. Donc voilà, je suis venue à l'histoire du genre par l'histoire de la Révolution, si on veut, dans le cadre de ma thèse. Et ensuite, la Bretagne, parce que je vis en Bretagne et que pour passer beaucoup de temps dans ces archives, quand on fait une recherche telle que la mienne, qui est une recherche de terrain, en fait, où on passe vraiment beaucoup de temps à dépouiller des manuscrits qu'on ne trouve pas en ligne, qu'on ne trouve nulle part ailleurs que dans les centres d'archives, eh bien, c'est pas plus mal d'être pas trop loin, d'autant plus quand on a aussi d'autres obligations, qu'elles soient professionnelles, familiales, etc. Donc le terrain breton, il s'est imposé à moi par mon lieu de vie. Au-delà du fait que je sois moi-même bretonne, mais c'était surtout la question de où j'habitais au moment où j'ai commencé mes recherches. Alors on va parler justement un petit peu de la manière dans laquelle vous travaillez. On vient d'entendre le mot archive, etc. Mais il y a beaucoup de travaux qui portent sur la ruralité et les documents qui sont disponibles, où sont-ils pour vous? Dans quelles archives? Parce que on parlait d'André l'Espagnol tout à l'heure, qui avait été notre premier invité de l'émission Voyage extraordinaire, mais lui travaillait sur Saint-Malo. Et donc il y avait toutes les archives à Saint-Malo sur le trafic maritime, les bateaux qui arrivaient, les équipages, ceux qu'ils transportaient, etc. Mais vous vous intéressez aussi à un tissu beaucoup plus disséminé en fait en Bretagne, y compris dans des petits villages. Et donc comment vous faites pour retrouver ces documents là? Ils sont dans différents sites, ils sont en effet dispersés. C'est peut-être le mot-clé pour en parler, la dispersion de ces sources. Mais dans les églises, dans les communes, parce que là on remonte quand même à des périodes lointaines quand même. Elles sont conservées dans des centres d'archives départementaux et municipaux, si ce n'est que... il faut se projeter. Qu'est-ce que c'est arriver aux archives? On se plonge dans les inventaires. Il y a des cotes, il y a des termes, qui décrivent les différents cartons d'archives. Moi, je travaille sur les pratiques politiques des femmes dans la Révolution française, et c'est évident qu'il n'y a pas de carton femmes. Ça c'est sûr. Les seuls cartons femmes entre guillemets qui existent, c'est ceux qui traitent des religieuses. Le groupe féminin à l'époque, qui est constitué en fait en groupe bien identifié et qui pose des questions particulières au pouvoir. Donc on a des cartons d'archives qui vont être véritablement centrés sur un groupe féminin. C'est ceux qui concernent les religieuses. Mais pour les autres femmes, évidemment, elles sont à la fois partout et nulle part dans les archives, et souvent nulle part, parce que elles ne sont pas électrices. Elles servent pas dans la garde nationale, elles s'engagent pas dans l'armée, elles sont pas soldats. Donc en fait, elles échappent un petit peu à tous les leviers qui permettent de saisir les anonymes, si on veut, les gens qui sont pas puissants. Ah, vous avez des mots forts pour dire ça. Moi, j'ai retenu que les femmes sont invisibles, que les femmes sont dissimulées derrière les silences de l'histoire. C'est fort comme expression.
Alors, c'est fort, mais je dirais que quand on travaille sur ces questions-là, c'est quelque part déjà notre héritage en tant qu'historienne, parce que c'est par exemple l'historienne Michèle Perrault qui a écrit ce livre « Les femmes ou les silences de l'histoire » et qui décrit en fait précisément tous les mécanismes qui font que les femmes sont invisibilisées dans les archives, dans les sources. Donc elles sont pas invisibles, sinon on pourrait pas écrire leur histoire, mais c'est sûr qu'elles sont moins visibles que les hommes et suivant des mécanismes qui s'imbriquent en fait, c'est-à-dire à la fois c'est leur position dans la société de l'époque qui est subordonnée, c'est ensuite la manière dont on récolte, dont on construit ces archives et qui sont quand même focalisées par les questions du pouvoir ou du maintien de l'ordre. Donc là encore, les femmes sont moins au centre. Et puis ensuite, c'est comment on écrit l'histoire et une histoire qui s'est longtemps focalisée justement sur, en tout cas pour l'histoire politique, sur la question du pouvoir où les femmes sont assez largement marginalisées. Mais alors pour vous, c'était un défi de retrouver ces archives, dans ces archives, des histoires permettant de savoir finalement quelle place ces femmes avaient, ce qu'elles vivaient. Comment vous avez fait alors? Parce que si on comprend bien, c'est complètement disséminé dans des logiques, des pensées structurelles qui sont pas du tout organisées pour elles, autour d'elles. Ce qui était un défi déjà, et c'était l'objectif de mon travail de recherche, c'était de sortir de la sphère parisienne ou de celle des plus grandes villes. Parce que jusqu'ici, les figures féminines qui avaient surtout cristallisé l'attention, c'était des citoyennes révolutionnaires très engagées, soit très engagées pour la Révolution, soit aussi très engagées pour les droits des femmes. Donc on pense évidemment à Olympe de Gouges, il y en a d'autres, Théroigne de Méricourt, alors Manon Roland qui elle est du côté révolutionnaire des Girondins entre guillemets, qui est pas féministe mais voilà qui est très connue aussi. Quand on sort de ces sphères-là, donc qui sont à la fois celles des élites de Paris ou des très grandes villes, on ne sait presque plus rien. Et quand on continue à savoir quelque chose, on sait des choses sur ces citoyennes en province qui avaient organisé des clubs politiques, des clubs de femmes. Alors ça, on va y voilà. Revenir, parce que c'est... Mais en Bretagne, il n'y en a pas. Donc le défi, c'était... Mais il y a des clubs. Il y a des clubs, mais il n'y a pas de club de femmes. Et donc le défi, c'était de s'intéresser aux engagements féminins, révolutionnaires et aussi contre-révolutionnaires. Il y avait l'idée de ne pas séparer les deux. Car jusqu'ici, soit on s'intéressait aux révolutionnaires, mais on les mélangeait pas trop en fait avec leurs adversaires, et puis d'aller les étudier dans une région, quand même périphérique, loin de Paris, massivement rurale. Et moi, un enjeu, c'était de m'intéresser aussi aux femmes des campagnes. Et là, c'est sûr que les sources, elles sont, les traces de ces paysannes, elles sont très discrètes, elles sont difficiles à suivre. Donc c'était l'objectif justement et c'était le défi de cette recherche. C'était de les rendre visibles. Voilà. Oui, et puis de comprendre un peu mieux les logiques à l'arrière de tout ça. Oui, moi les premiers souvenirs de récits autour de la Révolution que j'ai, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère est née en 1880, donc à peu près 100 ans après la Révolution, mais elle me racontait des histoires de gens qu'elle avait connus vieux, qui avaient participé. Alors, ma grand-mère, le récit, c'était toujours des hommes, bien sûr, et c'était toujours des chouans. Parce que, j'ai grandi dans un milieu hyper catholique, rural, morbihanais, enfin tous. Les chouans, c'était les héros. Et donc, moi, étant tout petit, forcément, quand on entend ces récits-là, on s'identifie, on penche du côté des personnes dont on a entendu l'histoire. Mais dans les histoires de ma grand-mère, il n'y avait pas de femmes. C'était uniquement, alors j'ai quelques souvenirs
d'arrière-grand-oncle qu'on fait ceci et qu'on fait cela, mais c'est tout, quoi. C'est vraiment très très parcellaire, et j'ai eu un peu l'impression en grandissant, en m'intéressant à autre chose, de trahir ma classe, qui était la classe des Chouans, qui était le berceau de ce côté-là, et voilà, tout un chacun, si on n'est pas chercheur en histoire, est-ce qu'on ne porte pas justement dans le tréfonds de notre inconscient cette appartenance à une classe, des hommes, des Chouans, des royalistes, etc. Je ne sais pas si ma question correspond à... Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une spécificité... pour le coup, pas que de la Bretagne, d'un Grand Ouest plus large. Oui, et puis rural. Et rural, d'un mouvement populaire qui est contre-révolutionnaire. C'est-à-dire Absolument, que le mouvement populaire en Bretagne est contre-révolutionnaire, ce qui posait beaucoup de questions aux révolutionnaires eux-mêmes, à savoir pourquoi le peuple se détourne d'une révolution qui est censée faire son bonheur. Donc ça, c'est une question, là encore, très actuelle. Et c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Et de ce côté-là, il y a aussi un discours qui est très, très prégnant dans les archives de la part des autorités, qui est de dire, les hommes sont détournés de la révolution par leurs épouses. Il y a aussi un discours très fort sur la séparation dans le couple et dans la famille entre des hommes qui, eux, seraient spontanément révolutionnaires parce qu'ils auraient intérêt à servir cette révolution faite pour le peuple, mais en sont détournés par des épouses sous l'emprise des prêtres, sous l'emprise du clergé, et qui, aveuglés par les traditions, emporteraient leurs époux, leurs familles dans la contre-révolution, donc dans la chouannerie. Donc si les femmes sont présentes dans les discours, on les voit assez peu comme actrices. Par contre, il y a un discours très fort qui est construit autour de leur rôle dans la famille. La radio s'écoute aussi en local. Radio Laser. Pour clarifier complètement les choses du point de vue de documents, le type de documents auquel vous avez eu accès, et où vous avez encore accès aujourd'hui, sont des rapports de police, sont des articles de presse, sont des documents aussi plus liés à l'Église. Quel type de documents, finalement, représente votre base de travail ? Eh bien, donc ils sont très variés. Il y a une dimension assez hétéroclite, parce que moi, je suis partie d'un questionnement, à savoir comment on s'engage en tant que femme dans une région comme la Bretagne, quel que soit son milieu social et quel que soit son camp, entre guillemets, qu'on soit partisan de la révolution, ou adversaire, ou au contraire dans une position plus d'attente, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui veut dire qu'à partir de là, le questionnement était très large, donc j'ai mobilisé des sources très différentes. Donc il y a effectivement des procédures judiciaires. Les procédures judiciaires, ça reste une source très importante qui permet de documenter des révoltes, des infractions à la loi, donc notamment pour observer les contre-révolutionnaires. Là, les archives judiciaires sont très précieuses puisqu'elles sont arrêtées, interrogées. Des archives spécifiques à la période révolutionnaire qui sont celles des comités de surveillance, donc des comités qui étaient chargés de surveiller les suspects au moment où se mettent en place des politiques de contrôle des ennemis de la Révolution. C'est la presse aussi, évidemment. On trouve des traces dans la presse régionale. Évidemment, il faut que cette presse ait un écho local ou régional, sinon on ne trouve plus rien. C'est aussi... Notamment pour la chouannerie, vous parliez de votre grand-mère qui ne vous parlait que de chouans masculins. Et en effet, l'histoire des chouans s'est notamment élaborée, donc à la fois en travaillant sur les procès de l'époque de la Révolution, quand ils étaient arrêtés, interrogés, jugés, et aussi en travaillant sur leur demande de pension, puisque ces chouans, quand ils sont devenus, en fait, au moment de la Restauration, à partir de 1815, ils ont demandé à la monarchie tout juste restaurée d'obtenir des pensions en récompense de leur engagement pour la cause royale sous la Révolution. Et la connaissance des chouans, des soldats masculins, si on veut, s'est largement construite en étudiant ces demandes
d'anciens combattants. En fait, c'est les demandes. D'ailleurs, ces dossiers sont classés dans la série des anciens combattants, où on va aussi trouver ceux de la Première Guerre mondiale. C'est la même série aux archives. Et donc, on étudiait ces hommes comme soldats. Et lors de mes recherches, j'ai étudié du coup aussi des demandes de femmes. Des femmes qui demandaient des pensions, non pas comme soldats. L'interdit qui pèse sur les armes est très très fort. Il n'est pas subverti, même dans cette situation de guerre civile. Les femmes ne combattaient pas, dans tous les cas, sauf de très rares exceptions. Mais par contre, elles ont formulé des demandes où elles ont exposé les services civils, du coup, qu'elles ont rendus à cette guerre. Et par ce biais, on arrive à percevoir un petit peu ce qui pouvait être le profil de ces femmes engagées, ce qu'elles ont pu accomplir. Donc c'était des missions annexes au combat, en fait. Mais c'est indispensable. Dans une situation de guérilla, sans une population civile qui soutient la guerre, ça marche pas. Donc leur rôle était très important. Évidemment, jugé moins important que celui du rôle de combattant. Donc c'était porter des nouvelles, porter des vivres, porter des armes aussi, évidemment loger, c'est d'abord ça. Protéger la famille. Loger, accueillir les chouans du pays, déjà la famille, évidemment, ceux du pays, éventuellement des émigrés de passage, des royalistes, blessés, etc., qui pouvaient trouver refuge. Et ça se mélange, tout ça, avec l'accueil des prêtres proscrits. C'est-à-dire que là, il y a aussi quelque chose d'assez poreux. C'est pas superposé, mais c'est quand même poreux entre le soutien qui est accordé à la chouannerie et le soutien qui est accordé au clergé, qu'on appelle à l'époque le clergé réfractaire, c'est-à-dire ce clergé qui a refusé de se soumettre aux lois de la Révolution et qui donc est proscrit, est poursuivi, etc. Et donc là, on voit apparaître les femmes. Donc on les voit à la fois apparaître dans des procédures judiciaires. Elles tiennent rarement le premier rôle. Ce premier rôle est tenu par les hommes qui combattent, mais on les aperçoit et on les retrouve donc plus de 15 ans après, quand elles demandent des pensions. Donc ce sont de vieilles femmes à ce moment-là. On est bien ensemble. Radio Laser, sur le 95.9 FM et en DAB+. Nous sommes dans notre émission Voyage extraordinaire dans le monde des sciences. Nous parlons histoire aujourd'hui et notre invitée est Solène Mabot, maîtresse de conférences en histoire moderne à Rennes 2. Alors, on parlait tout à l'heure des clubs politiques. Alors, là, j'ai découvert ça. Je ne suis pas historien, bien entendu, et mes études d'histoire remontent à quelque temps déjà. Mais ce qui m'a surpris, c'est de voir que ces clubs existaient aussi dans des bourgades, disons, pas seulement dans les grandes villes. Et donc, j'étais étonné par ça, parce qu'on parle dans certains de vos documents de Auray, de Lannion. Il y a les plus grandes villes aussi, mais il y a Quintin, il y a Landivisiau. Donc, il y avait une organisation, même à ce niveau-là, qui était significative, ou c'était des tout petits groupes. Comment ces clubs se sont établis? Quels étaient leurs objectifs? Ce serait bien de nous éclairer un petit peu sur ça, parce que c'est étonnant d'avoir une dissémination de ces clubs sur le territoire. Ça démarre assez tôt. Dès 1790, on a en Bretagne, les premiers clubs qui se créent. C'est à la fois une dynamique qui part de la base, si vous voulez, du terrain, et en même temps une impulsion aussi qui est initiée par les clubs qui s'organisent à ce moment-là à Paris. Finalement, très tôt... Donc c'est un mouvement qui est du côté révolutionnaire, en fait. Du côté révolutionnaire, en tout cas, il y a eu des sociétés royalistes ou contre-révolutionnaires qui ont existé, mais qui n'ont pas eu cette organisation vraiment identifiée de clubs, en tout cas en province. À Paris, c'était différent parce que il y avait beaucoup de clubs, du coup, il y avait aussi une compétition entre différents clubs, évidemment le club des Jacobins, le club des Cordeliers, mais aussi des clubs qui étaient moins révolutionnaires, donc c'est plus compliqué. En province, en tout cas dans les villes assez modestes, il y avait un seul club, et c'était un club qui s'appelait quasiment toujours de la même manière, la Société des Amis de la Constitution, de Lannion ou de Landivisiau, etc., et qui était affilié au club parisien des Jacobins.
Donc tous ces clubs étaient affiliés entre eux et affiliés à la société mère, celle des Jacobins à Paris. En fait. Et ils étaient portés par qui alors ? Ils étaient portés par la classe moyenne, par la classe alors, au culturelle ? départ par des bourgeois, des bourgeois révolutionnaires qui souvent... vous savez, il y a des révolutions municipales qui se jouent assez vite au cours de l'été 89. Les vieilles municipalités, héritières de la société d'Ancien Régime, en fait, sont soit beaucoup transformées, soit renversées par de nouvelles municipalités. Donc, on a notamment des hommes de milieux sociaux plutôt privilégiés, qu'on pourrait dire, pour simplifier, des bourgeois, qui entrent dans ces nouvelles municipalités et qui souvent sont à l'origine de la création de ces premiers clubs dans les villes. C'est de la réflexion essentiellement ou c'est de l'action ? Leur rôle Alors, ou il y a les deux peut-être. Les deux. Ils débattent, ils s'informent, ils discutent des nouvelles, donc ils en discutent. Ils prennent des arrêtés ou des motions qu'ils votent, qui sont soit des déclarations de principe, si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils vont adhérer, donner leur opinion sur des événements qui se passent à Paris, des décisions qui se jouent à une échelle plus élevée, soit ils prennent aussi des décisions qui ont des incidences à l'échelle locale. Mais ils ne sont pas en position de pouvoir. Ils ne sont pas en position de pouvoir. C'est la municipalité qui détient le pouvoir à l'échelle de la ville. Mais déjà, il y a des liens parce que ce sont souvent les mêmes hommes, au moins au début. Des influenceurs. Qui sont à la fois à la municipalité et puis au club. Et puis, ils peuvent avoir un rôle un petit peu en appui de la municipalité. Par exemple, ils vont prendre des mesures pour faire des quêtes, pour aider les pauvres, pour soutenir les parentes des soldats. Ils vont proposer aussi des initiatives pour remplacer les instituteurs s'ils sont jugés trop cléricaux. Vous voyez, ce genre de mesures, en fait, qui visent à révolutionner, entre guillemets, la vie quotidienne à leur échelle. Mais c'est bien la municipalité qui conserve l'autorité politique à l'échelle de la ville. Et alors, ces clubs, en Bretagne, ce sont des clubs masculins, c'est-à-dire que les membres sont tous des hommes, les femmes ne peuvent pas être membres de ces clubs. Mais ce qui est intéressant, c'est que, donc là, pour revenir à la question des sources, ces clubs ont laissé des registres. Pas tous, évidemment, mais pour certains de ces clubs, on a les registres où sont tenues jour après jour les séances. Inscrits, les séances. Voilà. Donc là, on peut voir... Des comptes rendus aussi. C'est ça. Qui était présent, de quoi on discute, qu'est-ce qui est débattu, quelles décisions sont prises. Évidemment, ce sont les membres qui s'expriment avant tout, donc des hommes, mais dans les marges. Donc c'est là où, quand on travaille, c'est cette histoire de femmes moins visibles, c'est qu'on lit des pages, ça ne parle que des membres masculins de ces clubs, et de temps en temps, on voit apparaître une citoyenne par-ci, une citoyenne par-là, une dame par-ci, donc on se dit, tiens, il y a quand même des femmes quelque part. Donc que font-elles ? Et donc elles sont dans le public, elles écoutent, et elles participent un petit peu. Ce sont des séances publiques, en fait. Ce sont des séances qui sont souvent au départ privées et qui s'ouvrent progressivement au public. Ces clubs, ils ont une vie, en gros, entre 1790 et 1795. Après, ils sont dissous. Donc, sur ce laps de temps de 5 années, évidemment, ça évolue, la manière dont la vie de ces clubs s'organise. À partir du moment où les séances deviennent publiques, il y a des citoyennes dans les tribunes. Au départ, ce sont très souvent les épouses, les sœurs, les mères des citoyens qui sont là, présents comme membres du club. Et elles prennent la parole à certaines occasions, elles participent à certaines actions, notamment des actions qui sont jugées convenir à leur sexe, pour reprendre les mots de l'époque. Donc, elles vont participer aux quêtes pour les pauvres, justement au soutien aux femmes de soldats. Quand la guerre prend de l'ampleur, c'est l'effort de guerre qui est très important. Donc, elles vont beaucoup participer par des dons patriotiques. Les dons patriotiques, c'est un phénomène très très important sous la Révolution française. Ça commence très tôt, dès 1789, donc donner pour la nation. Ça peut être donner des bijoux, ça peut être donner des vêtements, ça peut être donner des sommes d'argent. Et ces citoyennes, elles viennent à la tribune et elles déposent sur l'autel. C'est le terme qui est employé, l'autel. C'est aussi ces liens entre c'est curieux, ces cultes civils révolutionnaires qui se développent à ce moment-là, sur l'autel de la patrie,
on dépose des bijoux, des vêtements, une chemise, voilà. Et ça, c'est une manière d'exprimer son patriotisme, alors même qu'elles n'ont pas de statut officiel, en fait, dans ces clubs, puisqu'elles n'en sont pas membres, finalement. Certains clubs ont été vraiment importants, ou vraiment apporter des choses plus des contributions, ou plus actifs, ou non, il n'y a pas de... Ils sont tous importants, c'est le fait de faire réseau qui est important. Ils communiquaient entre eux. Ils communiquent entre eux. C'est à la fois par eux, les nouvelles circulent à l'échelle du pays aussi, par le biais de ces réseaux de clubs. Et puis, oui, la force de ces clubs, c'est pas tant isolément, tel club serait plus important que tel autre. Évidemment que le club de Rennes, mais le club de Rennes, on n'a pas ces registres, donc on sait presque rien sur lui. Et pourquoi Parce qu'ils ont été perdus. Ça reste une période quand même très troublée, très mouvementée. Sur la plupart de ces clubs n'ont plus leur registre. Donc finalement, on ne les connaît que par les clubs dont on a réussi à conserver des traces. Ils ne sont pas forcément du coup représentatifs de la vie de tous les autres. Donc ce serait difficile de les hiérarchiser. C'est évident que si on va à Saint-Malo, les registres du club sont très étoffés, très nourris. Il se passe beaucoup de choses à la hauteur de ce qu'est cette ville, pour la Bretagne. Mais c'est surtout le fait de faire réseau, je pense, qui est important, la manière dont ces clubs communiquent, dont ces patriotes de ville en ville se sentent soutenus aussi les uns les autres par leur action. C'est ça qui compte. Alors, plusieurs fois, je crois, vous rendez hommage à quelqu'un que je ne connais pas, moi, qui s'appelle Michel Vauvel. Il a eu un rôle particulier, en particulier vis-à-vis de la Bretagne. Qui est-il d'abord? Parce que Michel Vauvel, c'est un grand historien de la Révolution française qui a disparu d'ailleurs il y a assez peu de temps. Michel Vauvel, je pense que c'est un maître pour beaucoup d'historiennes qui travaillent sur la Révolution française. Il a initié des recherches dans de multiples directions. Il s'est intéressé à l'histoire politique, à l'histoire des images, à l'histoire religieuse. Il a joué un rôle très important au moment du bicentenaire. Donc oui, Michel Vauvel, c'est forcément une référence, même si pour mon travail, ces recherches ne s'intéressaient pas spécifiquement aux questions de rapport de genre, de mise en lumière des femmes, ce qui était aussi lié à l'époque, tout simplement, lui où il a écrit ses ouvrages. C'est des problématiques qui se sont quand même imposées assez récemment. Donc évidemment, des références, il y en a d'autres, bien sûr. Mais en Bretagne particulier, il a... Ah non, pas du tout. Il a surtout travaillé sur la Provence, Michel Vauvel. Non, parce qu'il y avait une journée d'études qui lui était dédiée, je crois, et qui traitait de féminisation des engagements religieux, et avec une réflexion à partir du cas de la Bretagne. Oui, alors ça, c'est parce qu'il y a eu en effet beaucoup d'hommages qui ont été rendus à Michel Vauvel après sa disparition. Et donc, tous les jeunes chercheurs, beaucoup de jeunes chercheurs, et donc j'en faisais partie à ce moment-là, ont été mobilisés pour expliquer ce que Michel Vauvel avait pu apporter à leurs travaux. Et donc, même si c'est des apports parfois par la bande, en fait, ça reste des apports fondamentaux dans tous les cas. Radio Laser en FM et en DAB+. Tous ces clubs révolutionnaires qui se sont créés dès le tout début de la Révolution, vous nous le disiez, est-ce que ça a été dans toute la France, ou est-ce qu'il y a eu des régions comme la Bretagne où ça a eu plus d'importance? Parce que souvent on entend dire, alors je ne sais pas si on va si on peut le vérifier scientifiquement lorsque vous posez ces questions-là, que finalement, au départ, la Bretagne était très très révolutionnaire, et c'est à partir du moment où les gens se sont aperçus qu'on s'attaquait à la religion catholique, qui avait une importance énorme pour la Bretagne, c'est à ce moment-là que le chouanisme a pris
a pris de son importance et que les Chouans, c'est souvent les Vendéens et les Bretons hein, dans les croyances populaires. Donc oui, ma question c'était ça. Est-ce que la Bretagne a joué un rôle particulier ou est-ce que ça a été dans toute la France à peu près pareil ? Oui, donc ça, c'est ce qu'a montré, pour rebondir par rapport à la question sur Michel Louvel, et là, citer un historien de la Révolution française en Bretagne, c'est notamment Roger Dupuy, qui a beaucoup écrit sur cette question de la temporalité de la Révolution en Bretagne, et comment dans cette région qui, au départ, en effet, était plutôt du côté de la Révolution, eh bien, il y a eu comme ça un mouvement populaire qui finalement s'est construit du côté de la contre-révolution. Et non, les clubs n'ont pas eu plus d'importance en Bretagne qu'ailleurs. Après, le tissu de club n'est pas non plus spécialement plus faible qu'ailleurs non plus. Ce qui est sûr, c'est que l'idée que la Bretagne aurait été, au départ très révolutionnaire, c'est sûrement un peu construit en miroir par rapport à ce que devient son avenir ensuite. C'est-à-dire de dire, on l'a dit, très révolutionnaire au départ, peut-être à la lumière du fait qu'ensuite elle se détourne de manière très explicite de la Révolution. Ce qui est sûr, c'est qu'en Bretagne, il y a eu des conflits durs, en fait, avant même les États généraux, entre les privilégiés et les élites du tiers, qui ont donné lieu d'ailleurs à des affrontements à Rennes. C'est l'événement qu'on connaît sous le nom de journée des bricoles, où on a donc des représentants de la noblesse qui affrontent comme cela des étudiants qui incarnent cette élite cultivée du tiers-état. Les étudiants en droit, on est place du Parlement à Rennes, donc il y a cette idée d'une confrontation très dure dans la région. Et puis ensuite des députés aussi bretons aux États généraux qui font partie des députés aux idées assez offensives, qui poussent qui en fait ont des idées assez radicales, c'est-à-dire au moment où on sent que le compromis n'est pas possible aux États généraux, ces députés bretons, c'est Lanjuinet, c'est Kervé-Légan, il y en a d'autres, vont plutôt pousser en fait à aller plus loin. Et d'ailleurs, on va parler de clubs bretons pour désigner ces premières réunions de députés aux idées offensives et assez radicales. Et ce serait ça le noyau du fameux club des Jacobins qui donnerait lieu ensuite à ce tissu de clubs à l'échelle de tout le pays. Donc tout cela, ça construit l'idée d'une Bretagne très révolutionnaire au départ. En réalité, ces dynamiques-là, on peut aussi les retrouver ailleurs. Et ensuite, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un décrochage qui ne se fait pas que sur le plan religieux. Il y a évidemment d'autres vecteurs de mécontentement liés à la question sociale, à la question agraire. Il y a eu d'autres déceptions, à la question fiscale aussi. Mais évidemment, la question religieuse est importante. Et en tout cas, moi, en travaillant sur les pratiques politiques des femmes, elles sont très investies dans ces révoltes, dans ces résistances religieuses. Donc là, quelque part, quand les femmes sont de la partie, c'est qu'on a une mobilisation populaire massive, en fait, qui va impliquer toute la communauté. Donc c'est un signe que là, il y a un enjeu fort quand même de mécontentement. Et l'opposition entre villes, citadins et ruraux, pour les femmes, ça signifie quelque chose de... Quelle différence ou alors finalement, globalement... Ça, c'est une énorme question parce qu'en fait, les historiens qui ont cherché à expliquer les causes de la chouannerie, ça a énormément mobilisé les historiens. Pourquoi dans cette région, évidemment, il y en a eu d'autres en France, mais pourquoi quand même massivement dans cette région, dans cet ouest français, il y a eu ces résistances aussi vives à la Révolution qui ont tourné en guerre civile. Ça les a beaucoup préoccupés et donc diverses explications ont pu être données et notamment l'antagonisme ville-campagne a été proposé en fait comme une clé de l'explication, à savoir des ruraux qui seraient dans le ressentiment envers cette bourgeoisie des villes qui finalement aurait un petit peu gagné la Révolution à son avantage. Et ce qui est assez frappant, c'est que ce discours d'opposition entre ruraux et urbains, qui va concerner essentiellement du côté du discours politique, les citoyens, les paysans. Mais quand il est question des femmes, on fait plus ces distinctions-là. Elles sont toutes dévotes. Oui. Naturellement,
elles sont toutes en puissance des fanatiques contre-révolutionnaires, que ce soit la ville, que ce soit la campagne, etc. Donc ça, c'était une question de la recherche, de dire, du coup, qu'est-ce qu'il en est sur le terrain ? Est-ce qu'on voit des différences ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on s'intéresse aux révoltes religieuses, quand ces révoltes se jouent en ville, il y en a par exemple, à Fougères, à Rennes, dans d'autres villes encore, ces révoltes sont décrites comme très 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 féminisées. Et les personnes qui arrêtaient sont massivement des femmes. Dans les campagnes, c'est un peu différent. On voit que ces révoltes mobilisent largement toute la communauté. Les femmes sont plus visibles parce qu'elles le sont très souvent dans les révoltes, que ce soit des révoltes pour le pain, que ce soit des révoltes pour les curés. Hommes et femmes sont là, mais comme ils n'agissent pas de la même manière, on va plus voir les femmes dans ces contextes-là. C'est pour ça qu'elles sont invisibilisées de manière générale, mais elles sont aussi parfois mises sous les projecteurs dans certaines situations, et notamment dans ce rôle de la femme graine de discorde, ou rebelle, révoltée. Et donc dans ces contextes-là, elles sont très visibles, mais dans les campagnes, clairement, ces révoltes sont mixtes. Et de même, un autre indicateur, c'est l'aide qui est prêtée aux prêtres réfractaires, donc les prêtres proscrits. À partir de 1793, un certain nombre de personnes vont être arrêtées parce qu'on a trouvé chez eux des curés cachés. Donc ils sont arrêtés, interrogés, etc. Et là encore, on se rend compte que dans les campagnes, bien souvent, le prêtre est caché dans une ferme. Donc finalement, ça relève d'une solidarité collective. Le chef de famille, mais aussi sa femme, potentiellement les sœurs, toute la maisonnée, les domestiques, évidemment. En ville, c'est un peu différent la configuration. Ce sont essentiellement des femmes seules qui sont arrêtées, qui sont veuves ou qui sont célibataires et qui, du coup, interviennent soit elles-mêmes en tant que femmes seules, soit entre femmes seules. Et donc, il y a cette dimension d'une mobilisation plus féminisée, du coup, dans ce terrain urbain, mais qui ne serait pas liée évidemment à l'idée que naturellement les femmes seraient plus portées, je ne sais pas, à la foi que les hommes. Évidemment, c'est pas ça l'enjeu, mais qui est lié à des modes de vie et à des pratiques qui ici sont celles de ces vies fragiles de femmes sans hommes, qu'elles soient célibataires, qu'elles soient veuves, dans un contexte où ces positions dans la société n'étaient pas faciles et où l'Église était aussi un soutien. Est-ce qu'il y a des figures féminines qui ressortent de tout ça, dans ces années-là ? Je parle pas de Jeanne d'Arc, mais est-ce qu'il y a eu des personnalités qui finalement ont réussi à acquérir cette visibilité très forte dans un contexte comme ça, chaotique quand même, quelque part, quoi ? Alors, si vous parlez des Bretonnes, oui, des Bretonnes, bien sûr. La réponse est non. Et c'était d'ailleurs une question de départ. C'est-à-dire que, par exemple, pour la Vendée, on a des figures féminines qui émergent. Alors, c'est évidemment des femmes de la noblesse qui ont écrit des mémoires, comme Madame de la Roche-Jacquelin, par exemple, qui est peut-être la plus connue. Mais ce sont aussi des femmes de milieux plus modestes, qui ont écrit ce qu'elles ont vécu pendant la guerre de Vendée. En Bretagne, on n'a pas comme cela de mémoire féminin qui permettent un peu d'ériger. Pour qu'il y ait une figure qui émerge, il faut que ça s'adosse à des écrits. Donc on n'a pas ça. Donc évidemment, moi dans mes archives, il y a des figures de femmes qui se distinguent. Oui, j'en ai trouvé quelques-unes, je crois, dans vos documents. À Saint-Malo, il y a une émeutière elle a un surnom. Très souvent, quand c'est des figures, au moins locales, elles ont des surnoms. Donc elle s'appelle la Talibardon. Et elle est très investie dans une révolte d'une révolte alimentaire à Saint-Malo au début de la Révolution. Donc c'est vraiment une figure. Elle prétend incarner les intérêts du peuple. Elle s'adresse au chef de la garde nationale sur un pied d'égalité. Elle arrête son cheval. Bref, donc c'est un peu une figure locale. On en trouve d'autres dans les révoltes. Et du côté de la chouannerie, c'est par exemple une autre femme qui porte un surnom. Son surnom, c'est la Cul carrée. Donc c'est quand même assez rigolo. Donc forcément, elle, quand on la croise une fois dans les sources, on ne l'oublie pas. Et donc elle, on la rencontre dans les archives quand elle est arrêtée
en 1796, il me semble à peu près, arrêtée parce qu'elle a eu une altercation avec une voisine. Elle a voulu la forcer à porter la cocarde blanche, donc le symbole des contre-révolutionnaires. Puis en fait, il s'avère qu'elle est impliquée bien plus que cela dans les réseaux de la chouannerie. Et 20 ans plus tard, elle demande une pension. Donc là, c'est assez magique parce que c'est une figure, on la retrouve dans les archives sous la Révolution, les archives contemporaines des faits. On la retrouve 20 ans plus tard, donc on a l'impression qu'on suit un petit peu sa trajectoire. Ça peut paraître modeste, mais à la mesure du peu de choses qu'on arrive à découvrir sur ces femmes anonymes, justement, c'est énorme en fait déjà quand on arrive à reconstruire ça. Donc ça, c'est mes figures à moi, qui sont pas connues par grand monde finalement. Il y en a une autre que vous mentionnez aussi, que j'ai notée, qui s'appelle Laurence Rappé, et qui a pris les armes. Alors peut-être que c'est un bâton ou un fusil, enfin je ne sais pas, mais apparemment elle est de Redon. Et vous l'évoquez à un moment donné dans un de vos articles. Oui, en effet, Laurence Rappé. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est arrêtée pour 2 affaires, en fait, au même moment. En 1791, elle mène la lutte sur 2 fronts. Et c'est assez intéressant parce que ça éclaire aussi cette idée d'un mouvement populaire paysan qui se détourne de la Révolution. Elle va à la fois se mobiliser contre... Alors c'est un peu compliqué, mais le mot de l'époque, c'est les afféagements. Les afféagements, c'est une dynamique par laquelle des propriétaires, en fait, s'appropriaient des terres collectives. Donc des terres qui jusque-là appartenaient en commun aux paysans commencent à être découpées, on met des clôtures et elles sont appropriées. Donc c'est en fait une dynamique de privatisation, si vous voulez, de terres collectives. Et donc elle est très engagée sur ce front-là. Elle participe à des mouvements, c'est petit, ils sont seulement une quinzaine de paysans assemblés avec des armes rudimentaires pour briser des clôtures, ou y faire paître leurs moutons alors qu'ils n'ont pas le droit. Vous voyez, c'est ce type de petits gestes de lutte agraire. L'appropriation, elle est faite par qui alors ? Par des propriétaires qui rachètent ou s'approprient des terres qui jusque-là étaient laissées à l'usage des paysans. Et les propriétaires en question sont qui ? Alors, en fait, on est dans ce contexte au tout début de la Révolution, on est en train de solder, si vous voulez, l'héritage de la seigneurie. Donc, c'est un modèle d'appropriation de la terre qui est compliqué parce qu'il y a plusieurs modes de propriété, celle du seigneur, celle du tenancier. Et dans cette organisation de la propriété, il y a des terres collectives qu'on appelait souvent les terres vaines et vagues, qui sont des terres qu'on jugeait peu propres à la mise en culture, soit des zones de marais, voilà, des zones inondables, des zones de friches, de landes, etc. Et donc, c'était des terres qui, dans cette organisation de la terre, qui n'est pas en fait notre mode de propriété moderne, c'est ça qu'il faut comprendre, avaient ce statut qu'elles étaient laissées à l'usage des paysans. Et donc, cette Laurence Rappé, elle se bat sur le terrain de la lutte agraire pour les droits, du coup, des petits paysans. Et en parallèle, elle va se battre contre un ecclésiastique qui accepte de prêter le serment à la Révolution. Donc à Redon, dans la principale église de la ville, elle fait partie de ces femmes qui poursuivent le curé à coups de pierre, qui l'insultent, qui l'invectivent, etc. Et donc là, on voit que c'est à la fois, il y a cet engagement, d'une certaine manière, populaire et révolutionnaire, dans le sens où il y a une volonté de lutter contre une appropriation, une privatisation des terres qui irait à l'encontre des aspirations des petits, entre guillemets, et de l'autre côté, un refus des réformes religieuses qui positionne Laurence Rappé du côté des contre-révolutionnaires, entre guillemets, même si c'est toujours des catégories compliquées. Et donc c'est un cas intéressant parce que il complexifie aussi le portrait du contre-révolutionnaire. Il y a des enjeux sociaux derrière qui sont forts aussi et cette femme-là les incarne. Radio Laser, média citoyen de proximité sur le 95.9 FM et en DAB+. Alors, je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs, si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes à l'écoute de notre émission scientifique, Voyage extraordinaire dans le monde des sciences, avec Jean-Louis Coatrieux. Nous recevons aujourd'hui une personne qui représente
sciences humaines, puisque Solène Mabot, notre invitée, est maîtresse de conférences en histoire moderne à Rennes 2 et nous parlons révolution. Alors, vous avez aussi travaillé sur la notion d'exil, la notion d'absence des hommes, des deux côtés, je dirais, c'est-à-dire les royalistes qui ont émigré, et puis les révolutionnaires qui sont partis dans l'armée, au combat ou sur les bateaux. Alors, c'est quelque chose... Quelle conclusion vous pouvez nous dessiner sur cette étude-là, de l'absence des hommes et de l'exil? Alors... J'ai pas travaillé sur l'exil dans le sens où je me suis pas intéressée aux trajectoires, des personnes qui quittaient le pays, mais je me suis intéressée à l'incidence en fait de la Révolution française sur la vie quotidienne de ces femmes, et qu'elles soient du côté des révolutionnaires ou des contre-révolutionnaires, pour beaucoup de ces femmes, ce contexte de révolution qui est aussi un contexte de guerre, faut pas l'oublier, à la fois la guerre à l'international, à l'échelle européenne, et puis la guerre civile, et donc tout cela, ça crée des absences des hommes, voilà. Que ce soit des hommes, en effet, qui émigrent, pour aller à Jersey, en Angleterre, etc., ou ailleurs, du côté de la contre-révolution, ou que ce soit des hommes qui s'engagent comme soldats sur les frontières, sur les bateaux, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que donc ces femmes qui vivent finalement une rupture assez similaire, de voir le chef de famille partir, se trouvent du coup dans une situation pas d'indépendance, mais de fait, elles doivent se débrouiller. Donc évidemment, on les voit beaucoup plus apparaître dans la documentation parce que c'est elles qui vont être amenées à faire des démarches qui jusqu'ici éventuellement auraient été accomplies par leur mari, ou alors qui sont amenées à faire des démarches justement parce qu'elles se trouvent démunies, et donc elles vont faire des demandes notamment de secours au titre de leur indigence, etc. Donc ça, c'est pas nouveau, c'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose qui serait nouveau et lié au contexte de la Révolution. D'ailleurs, vous citiez André l'Espagnol, lui aussi, quand il a travaillé notamment sur ces armatrices, si on veut, ces femmes armateurs. Il a développé ses réflexions sur les contextes dans lesquels des femmes se trouvaient en situation finalement d'assumer des activités habituellement entreprises par des hommes, soit parce que les hommes sont en mer, soit parce qu'ils sont absents, soit parce qu'elles sont veuves. Et donc là, on retrouve tout à fait ces problématiques-là. Et ce qui est intéressant sous la Révolution, par contre, c'est que elles peuvent se saisir d'outils qui sont, à mon sens, nouveaux et qui ont été octroyés grâce aux innovations révolutionnaires. C'est notamment saisir les autorités par le biais de pétitions. Et de pétitions où elles peuvent réclamer un certain nombre de choses au nom de droits. Au nom de droits qui ont été proclamés, qui existent dans la loi, une loi qui est connue, une loi qui est relayée, qui est transmise. Et donc là, il y a une parole féminine qui émerge et qui relève de la revendication de droits, finalement, qui sont des droits assez quotidiens, c'est-à-dire j'ai le droit à telle pension parce que je suis épouse de soldat, les officiers municipaux ne me veulent pas me la verser, donc je m'adresse à vous, autorité supérieure, pour l'obtenir. Et donc on voit comme ça qu'il y a des démarches qui s'accomplissent et qui peuvent s'adosser sur un socle assez stable, en fait, qui est celui des droits. Alors on va retrouver les mêmes phénomènes dans les grandes guerres du dernier siècle. Est-ce que ça, finalement, aura changé le statut des femmes ? Le fait qu'elles soient obligées de faire un certain nombre de choses, de tâches, en remplacement des hommes. Est-ce que finalement ça aura eu un impact par la suite ? Ou pas du tout, finalement. Avec le retour des hommes, on est revenu dans la condition... Alors, disons que c'est pas la seule dimension, c'est-à-dire que déjà, c'est en effet, ce sont des parenthèses qui s'ouvrent du fait de l'absence des hommes et qui se referment quand ces derniers reviennent. C'est aussi ce qu'on a beaucoup constaté, par exemple, dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Il faut pas oublier aussi que le Code civil, avec l'arrivée de Napoléon Bonaparte, le Code civil revient aussi sur un certain nombre de droits qui avaient été accordés par les révolutionnaires aux femmes, notamment de droits dans la famille. Donc en fait, c'est pas seulement que les ouvertures se referment, c'est que là, sur le terrain du droit,
en fait, il y a des reculs. En particulier, il y a un exemple que vous pourriez nous donner sur les droits qui ont... Oui, par exemple le divorce. La loi sur le divorce n'est pas supprimée par le Code civil, mais elle est considérablement restreinte, ce qui fait que sous la Révolution, les époux peuvent divorcer d'une manière tout à fait égalitaire, en invoquant l'incompatibilité d'humeur, qui peut être invoquée par les hommes comme par les femmes. Donc ça veut dire finalement que on peut divorcer assez aisément. Le divorce n'est pas supprimé avec le Code civil, mais les possibilités d'y faire appel sont extrêmement réduites et le sont plus encore pour les épouses, avec notamment une requalification de l'adultère qui redevient inégale, à savoir que là on retrouve si vous voulez, l'idée de double standard, c'est-à-dire que l'adultère est condamné, mais elle l'est beaucoup plus sévèrement pour les femmes et ne peut pas être invoquée de la même manière pour divorcer. Donc sur le terrain du droit dans la famille, le Code civil revient en fait sur un certain nombre de mesures égalitaires qui avaient pu être prises sous la Révolution. Donc à ce niveau-là, je dirais que du coup c'est assez difficile de démêler ce qui relève d'un retour à l'ordre dans le cadre de cette fenêtre entre guillemets de la guerre qui se referme et d'un retour à l'ordre qui se surimpose en fait, qui est plus global et qui se joue sur le terrain du droit. Voilà. Non, c'est intéressant de comprendre ça et de savoir ça parce que alors on arrive, je crois, presque au bout de l'émission, donc elle aura passé très vite. Quelques points très rapides peut-être. Vous êtes en train d'écrire un livre où il est écrit déjà. Il va sortir bientôt. Il va s'intituler comment ? Alors, donc c'est le livre qui sera issu de ma thèse. J'ai mis un peu de temps à l'écrire parce que j'ai divisé ma thèse par 2 pour que ça puisse faire un format de livre. Donc il a fallu renoncer à des femmes que j'avais mis beaucoup de temps et d'ardeur à faire émerger, justement. Vous avez compris que c'est un enjeu de faire émerger ces femmes. Donc ce n'a pas été facile de réduire, mais il s'appellera « Citoyenne ou rebelle bretonne dans très beau titre, la Révolution Félix. Française ». Oui. Un très beau titre, je crois. Ben merci. Écoutez, j'espère qu'il va paraître en 2024. Le manuscrit est déposé. Ensuite, il faut que le manuscrit suive sa vie dans le monde de l'édition avant d'arriver sur les étals. Mais j'ai bon espoir, là, ça y est, enfin, d'en voir le... Donc c'est aux presses universitaires de Rennes, c'est ça ? Aux presses universitaires de Rennes, oui. Et pourquoi pas une émission littéraire, et nous liserons sur Radio Laser. Avec plaisir. Déjà une invitation. Oui, absolument. Peut-être aussi pour les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez leur dire par rapport à la trajectoire que vous avez suivie, la matière que vous avez choisie, le métier que vous avez choisi? Est-ce que vous leur dites qu'il y a plein de choses encore à découvrir en histoire? Bien sûr. Et plein de choses qui sont aussi d'actualité en même temps, parce que là, on a évoqué beaucoup de questions qui nous rejoignent d'une certaine manière dans notre présent. Oui, et puis c'est pour ça que il y aura toujours plein de choses à faire, parce que les questions s'actualisent et elles résonnent d'une manière différente selon les époques, finalement. C'est des choses qui ont été un petit peu évoquées au cours de l'émission, mais par exemple cette question de l'articulation entre engagement politique et religieux. C'est extrêmement actuel dans le contexte d'aujourd'hui, de réfléchir à qu'est-ce qui relève du politique, qu'est-ce qui relève du religieux, dans quelle mesure la marginalisation sociale a des incidences sur ces formes d'engagement. Là, on est dans l'actualité la plus brûlante, si on veut, de notre histoire contemporaine. C'est aussi sur le terrain de l'engagement. Comment est-ce qu'on s'engage en dehors du vote ? Parce que finalement, là, ce sera un livre sur l'engagement où il n'est absolument pas question des circuits un petit peu autorisés, si vous voulez, de la vie politique. Il n'est pas question d'assemblée électorale, ce genre de choses. Donc c'est vrai que dans notre monde où l'abstention est si forte, je pense que c'est important aussi de réfléchir à qu'est-ce que c'est que la pratique politique, qu'est-ce que c'est que l'engagement politique, sans s'arrêter à cette question du vote, ce qui peut être aussi une voie pour justement revitaliser cette question du vote, cette question
de la démocratie, évidemment. Et puis, cette question d'un peuple qui refuse la révolution, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour quelles raisons ? À l'heure où, en France et en Europe, on voit monter l'extrême droite, quand même, d'une manière assez... voilà, c'est quand même quelque chose qui, je pense, plane sur notre actualité. C'est des questions, je pense, qu'on n'a pas intérêt à mettre sous le tapis, mais au contraire de s'en emparer et de réfléchir, en fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des milieux qu'on attendrait, en fait, sur le terrain de la scène révolutionnaire ou sur la scène des idées, peut-être pour caricaturer, de gauche, s'en détournent, alors même qu'elles incarnent, entre guillemets, le peuple. Donc là, je simplifie évidemment, mais toutes ces questions, je n'ai pas de réponse univoque, mais elles contribuent, il me semble, à faire réfléchir aux sujets qui font notre actualité, pas seulement politique, mais l'actualité qui fait que, de toute façon, il faut qu'on vive ensemble dans notre société. Donc, comment on fait et avec quel projet commun ? Eh bien, c'est, je crois, une très très belle conclusion. Donc, merci beaucoup pour cette venue à l'émission Voyage extraordinaire. Et bien, bonne chance pour le livre. Et puis, rendez-vous donc dans quelques mois dans l'émission de Félix et nous liserons. Exactement. Merci Solène, merci Jean-Louis. Alors, je rappelle que cette émission est en podcast sur le site de Radio Laser et cette émission est également présente par un article sur le site Unidivers. Au revoir à toutes et à tous et merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.